Bonus. Trax. Tell Krang in what place can be found the power cell that Krang wishes to find a place of. Never! Come on, we gotta help him! I think "got" is a strong word. Mikey, we don't know anything about that guy. He could be way more dangerous than the Krang. That Gator dude needs our help. I can't wait around for you cowards. Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce 26e numéro déjà alors qu'on pourrait être bien plus loin, on aurait pu en faire 70 si on n'avait pas fait des pauses tous les 2 mois, des pauses de 5 mois. Mais toujours est-il qu'on revient aujourd'hui pour vous parler de 2 tomes des Tortues Ninja cette fois. Et en plus on n'a pas pris les plus petits puisque ce seraient les tomes qui prennent les micro-séries, ou macro-séries d'ailleurs, macro-séries peut-être, Villains, micro-séries, Heroes and Villains qui ont été sortis chacune en un tome vilain et héros je pense chez iComics, le héros étant sorti récemment si je ne m'abuse, et donc 2 beaux gros volumes de 16, l'équivalent de 16 numéros VO, donc on a de quoi parler aujourd'hui et vous les avez déjà entendus en fait, mais aujourd'hui avec moi j'ai Roméo, salut. Salut. Et Fab, salut. Salut. Équipe classique, hein. Au début on s'est dit on va inviter des gens et tout, et puis on s'est reposé sur nos lauriers et sur notre incapacité à avoir des plannings réguliers de toute façon. Mais si des gens sont intéressés pour parler des Tortues Ninja, n'hésitez pas à nous dire. On a plein de sujets à traiter, donc regardez ceux qu'on n'a pas fait, et puis il y a possibilité. Puis je pense que pour le film, on pourra avoir des... Ouais, pour le film, il y a des gens qui vont être intéressés, je pense. Ouais. Toujours est-il qu'on va faire une seule news aujourd'hui, avant de passer sur le gros programme. Et la news, c'est le casting VF du film Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, dont j'oublie à chaque fois le titre VF. Teenage Years. Teenage Years, ok. Ah, donc c'est un titre enfin un titre anglais en VF. Le classique. C'est comme... Classico. Ah non, j'allais dire, c'est pareil avec le premier Spider-Verse, mais non, c'était Nouvelle Génération et pas New Generation. Et ben, écoute, j'en ai aucune idée, à part que Gérard Darmon joue Splinter. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce casting, du coup, Roméo ? Alors, tout le casting n'a pas été dévoilé, on en a eu quelques-uns. Donc, comme tu as dit, on a Gérard Blackface Darmon qui fait Maître Splinter, parce que, bien sûr, ça correspond tout à fait au background du personnage, qui, rappelons-le, est joué par Jackie Chan en VO, parce que je pense que la voix VF de Jackie Chan n'était peut-être pas disponible. Il a une actu tellement chargée. Je sais pas si c'est tout le temps le même doubleur de Jackie Chan en même temps. Il y a plein de gros acteurs pour lesquels c'est le cas, mais ça se trouve, il a pas de voix officielle. Je sais pas du tout. Bon, En peu tout cas, importe. ce sera Gérard Darmon. Et chez les autres, parce qu'à rigueur, c'est pas celui qui me choque le plus encore, malgré ses déboires personnels. Bon, après, on a surtout tous les petits personnages. Hein. Donc, on a Superfly, ouais. qui est joué par Fianso. Ok. Donc, le rappeur Fianso. En sachant qu'en VO, c'est Ice Cube. Ok. Déjà, il faut connaître, parce que moi, j'ai... Ce qui veut dire que Fianso, c'est notre Ice Cube, du coup ? Alors, je n'irai pas jusque-là. Je sais pas, je l'interprète comme ça, un peu. Moi je vais pas l'interpréter comme ça. Fianso, ok. On a Audrey Lamy. Ok, ouais, je vois. Donc, scène de ménage, qui jouera Cynthia Ultrom. Okay. Donc c'est une... Elle, on est vraiment sur une actrice et qui a fait du doublage aussi. On a... Pour l'instant, ça me choque pas. Hein. On a Jérôme Niel, qui fait Mondo Gecko à la place de Paul Rudd. Donc je connaissais pas lui. C'est pas forcément des choses que je... Le nom me parle, mais je le remets pas. Si, c'est un espèce de youtubeur du studio Beagle, il faisait les tutos de Camille, les choses comme ça, un peu, il est un peu déjanté et tout là. Ok, je vois. Ouais, ça me choque pas non plus, tu vois. Ça, à la limite, ça peut le faire dans l'esprit, tu vois. En fait, les castings youtubeurs de base, juste youtubeurs, ça m'emmerde. Des mecs qui ont fait des trucs, je sais pas s'il a fait vraiment du YouTube ou si c'était de la web TV, mais c'est un acteur en l'occurrence, donc pour l'instant, je suis toujours pas choqué. On a Alison Wheeler qui fera la voix de Wingnut. Stylé, j'aime bien. On a Monsieur Poulpe qui fera Rocksteady à la place de Seth Rogen. Donc, est-ce que Monsieur Poulpe est le Seth Rogen français ? Je commence à avoir des griefs là, ça y est, ça part. Donc, si on suit ton principe, est-ce que Monsieur Poulpe est le Seth Rogen français ? Non, on peut répondre là. Non.
C'était plus facile comme question. Il y a ensuite Marc-Antoine Lebret, qui je ne connais pas, qui fait Bebop. Donc, est-ce que Marc-Antoine Lebret est le John Cena français? Marc-Antoine Alors, Lebret. Aucune idée de qui est ce monsieur, mais sincèrement, au départ, quand on te dit John Cena va devenir acteur, machin, tu vois, au premier abord, tu t'es un peu sceptique quand même. Au final, C'est un s'en est humoriste plus- imitateur RFM, ok, d'accord. Ouais. Je le connais pas, mais je juge d'avance. Mais là, ça se trouve, c'est une bonne personne. La balance, C'est ça. les statistiques. Quand On verra bien. On verra. Après, Pour John l'instant, Cena, je il a... tique sur Poulpe pour l'instant. John Cena, il a fait quand même des films, hein. Il a pas fait que ça. Hein. Non, mais il a Non, pas fait que je ça, parle, on est je d'accord. parle pas de John Cena, moi je parle de Marc-Antoine Machin. John Non, Cena, mais je moi- kiffe, ouais. Attends, Moi, John Cena, je t'en parlais. il va jouer dans Barbie. Il y a Non, plein de mais monde dans Barbie- Barbie, mec. Hein. Il y a un Barbie, casting je suis incroyable. trop chaud pour aller le voir, moi. Ah non, mais j'avais vu pas mal, j'avais vu la bande-annonce, mais j'avais pas vu qu'il y avait John Cena. Il n'y a pas tout le monde dans la bande-annonce. Il n'y a pas tous les caméos. Ok, Ça va révolutionner l'autre pour, c'est sûr. Et il y a Anne-Claire Coudray qui va prêter sa voix au personnage de la journaliste. Donc elle va juste jouer un petit rôle, voilà. Ok. Et c'est Voilà. qui les Euraides? Je suis curieux, est-ce qu'ils ont bien avec? On n'a pas encore. On n'a pas encore. Ce serait marrant. De quoi? Enfin, ça serait pas marrant du coup, mais ce serait marrant. S'ils De quoi castaient un mec pour les Euraides. Puisque c'est Rose Byrne en VO. Ils auraient pu mettre Gérard Darmon pour avoir le gros décalage. Ok. Bon, bah, très bien. Ouais, je t'avoue, Poulpe, c'est celui qui me gêne le plus dans l'histoire, je pense, en vrai. Et puis Darmon, parce qu'à priori, c'est un gros connard, quand même. Mais ça, c'était une autre problématique. Il est acteur de base, à la rigueur. Mais, ok. Je sais pas, t'en penses quoi, Fab? Tu connais un peu le Ça fait casting décalage, quoi. C'est surtout Darmon, ça fait décalage avec le Splinter, en plus par Jackie Chan. Ça, En fait, ouais. on De a toute façon, le truc, c'est que tu peux difficilement calquer l'esprit du casting original en France, en fait, parce que c'est une culture. Tu vois, c'est une culture d'acteurs qui est au-delà de ce qu'on a en France vraiment, quoi. C'est des générations enfin, ça mélange du SNL et beaucoup d'autres trucs. Et tu vois, Rose Byrne, ça m'étonne pas qu'elle soit là parce qu'elle est très pote avec cette Road jeune. Ils ont fait plusieurs trucs ensemble. Ils sont encore en train de faire un truc ensemble. Ça m'étonne pas qu'elle soit là. Et ça, cette symbiose, tu l'as pas trop. C'est difficile de la trouver en France dans un groupe d'acteurs, quoi. À la rigueur, Moi, Alison Wheeler, Gérard Darmon, ça c'est cohérent un petit peu. Ouais, mais effectivement, moi ça me gêne un peu dans le sens où il y a quand même des mecs, enfin, des mecs, des nanas, tu vois, Dans ce où métier. le métier, c'est d'être doubleur, quoi. On n'est pas obligé d'aller chercher des youtubeurs. Acteurs de sans- doublage, ils sont très frileux là-dessus. Ils Oui, ont tort, mais- sache-le, mais ça les vexe. Bah, je suis désolé parce que je maîtrise pas du tout, tu vois ça, mais pour moi, c'est un métier qui est 100% au même rang que acteur à proprement parler. Du coup, Parce ça que me c'est des gêne. acteurs. C'est là que Oui, tu vas oui. te faire des ennemis. Non, mais tu vois, t'as ceux qui jouent le rôle et puis t'as eux qui ont le même rôle, mais en doubleur, tu les vois pas en fait. C'est un peu le travail de l'ombre, entre guillemets, qui est pas reconnu et tout, parce que. Voilà. Mais ça me gêne que tu ailles chercher des youtubeurs qui sont un peu bankable sur le moment, parce qu'il y a une communauté, parce que machin, pour faire des doublages où tu y perds, quoi. Et ça m'agace, quoi, vraiment. Ouais, après, là, ils ont pas l'air d'avoir pris le random YouTuber. C'est des gars qui ont Ça quand reste des même, gros noms quand même, du ouais. métier et qui ont fait aussi de. Enfin, Oui, voilà, oui. quoi. Bah, Ouais, après, dans peut-être dans qu'on connaissais l'idée, pas, est- on a je connu connaissais pas, vachement mais- pire, je trouve, dans les, Oui, non, mais c'est sûr. dans Après, les tu vois, random moi, casting. Mon gré, bon, Monsieur Poulpe, voilà, bon, on va pas en parler. Alison Wheeler, je déteste, clairement. C'est vrai? Ouais, c'est quelque chose. Ça me fait pas rire, elle me fait pas rire. Le personnage qu'elle est, ça me branche pas. Du coup, pour moi, clairement, ça sera pas de la VF. Ok. Ça, Oui, ça bah, de sera toute pas façon, de la VO non plus parce qu'il y a rien, pour- ils le passent pas autour de chez toi. Voilà. On va pas se mentir, pour aucun de nous, on va regarder en VF. Enfin, moi, je vais pas regarder en VF. Peut-être que tu vas regarder un moment en VF avec tes enfants, du coup, Robéo. Mais clairement, on va commencer par la VO, non? Elles ont pas l'air motivées pour le voir, même en VF, donc méfie. Ah, ok. Bon, bah,
écoute. Si tu veux, je viendrai avec toi et je t'appellerai papa, comme ça on pourra le regarder en VO. Ça devient malsain, les gars. Ça devient malsain. Je vais faire un petit mot RH qui sont moi-même. Bah écoutez, on passe dans le vif du sujet avec les 2 tomes. Alors j'ai aucune idée des dates de sortie, je sais que Hero est sorti assez récemment, il y a quelques semaines. Il y a toujours... 2 semaines, ouais. Toujours est-il que dans ces 2 tomes, dont les Heroes sont sortis avant les vilains en VO, on attaque des choses qui sont sorties il y a très longtemps, puisque ça remonte quasiment au début de la publication de l'Ongoing en 2011. Je sais plus quand est sortie la première micro, mais fin 2011 ou début 2012, je dirais. Et ça, du coup, on va avoir des... Novembre 2011. Ouais, novembre 2011. Ouais. On va avoir des micro-séries qui vont s'étaler dans le temps sur une longue période de publication des Tortues Ninja. Puisqu'on va au moins jusqu'au numéro 25-30, quoi. On est au moins dans Cityfall, voire après, à certains moments. C'est pendant Cityfall. Tous les villains s'intercalent. Tous les villains, ça finit, c'est ok pendant Cityfall. Ouais, bah, ok. C'est ça. En sachant que le tome micro-série Villains est quasiment sorti mois pour mois, 10 ans après en VF. Ouais, ok. Parce qu'on l'a eu en novembre 2022. Au moins, il est sorti alors qu'on s'y attendait pas vraiment au début. Ouais, on n'était pas très sûr. Et ben on va commencer avec le tome Heroes. On va faire ça dans l'autre sens, mais dans le sens de publication originale. Et la première micro-série, c'était consacrée à Raph. Roméo, est-ce que tu peux, avant de nous la présenter, puisque c'est toi qui as été désigné, est-ce que tu peux nous dire quelle est l'équipe créative dessus? Alors la mini-série Raphaël a été écrite par Brian Lynch et dessinée par Franco Uru. On va commencer. Je vais commencer par parler de Franco Uru, qui était un artiste italien bien connu chez IDW, notamment pour son travail sur Buffy, et qui est malheureusement décédé à peine plus d'un an après l'apparition de ce numéro, en novembre 2012, donc à l'âge de 52 ans. Et je sais que beaucoup d'artistes italiens, donc de l'école comics italienne, le connaissaient. Je sais que j'en ai déjà pu en parler avec David Messina notamment. Voilà, donc ça a été... ça aurait pu être quelqu'un qui aurait pu mettre sa patte un peu sur les tortues, parce qu'il était pressenti pour en faire d'autres, et voilà. Donc pour revenir maintenant sur des notes un peu plus joyeuses, parce qu'on va pas plomber le podcast dès l'entame. Donc cette mini-série est centrée donc sur Raphaël, et qui dit Raphaël dit évidemment Casey Jones. On a le numéro standard avec les deux, donc qui patrouillent au début, avant que Raphaël prenne la fuite et se mette à poursuivre un personnage mystérieux qui est encapuchonné, et qui n'est autre que notre cher Alopex. Donc on a la première apparition d'Alopex. Donc c'est pour ça que Franco Uru reste un nom important dans la mythologie tortue d'IDW, puisque c'est le chara-designer avec Vince Mann de Alopex. Donc on a cette première apparition avec Raph et Kazek qui sauvent Alopex de 2 personnages de brutes, un qui porte une iroquoise violette et un manteau rouge sans manches, et un avec un casque militaire. On se demande bien qui c'est. Toute ressemblance est évidemment fortuite. Évidemment. Donc on a Alopex qui raconte son origine, et qui finalement Raphaël se rend compte que c'est pas une gentille, il l'a pas sauvée. Et voilà, donc après on a un combat Raph Alopex, tout simplement. Donc c'est là qu'ils se rendent compte que il y a d'autres mutants également, et donc ils ne sont pas les seuls. Et voilà. Ouais. Moi, c'est un numéro que... En fait, il y a beaucoup de numéros, je trouve, dans les micro-séries qui roulent tout seul, en fait. C'est un peu évident, en fait. La direction, c'est un peu facile, je trouve, par rapport au personnage que tu connais. Je trouve qu'il y a certaines facilités. Mais celui-là, du coup, je trouve sympa sans plus. Et graphiquement, je suis pas super chaud tout le temps, quoi.
L'intro d'Alopex, moi, je sais pas, il y a un truc avec les couleurs et tout. C'est pas la plus belle Alopex qu'on a pu avoir. Après, le truc, c'est que le niveau a été très très haut par la suite sur qui C'est a sûr. dessiné Alopex. C'est sûr. C'est les couleurs, ouais. Les couleurs me gênent. Elles font vraiment très très numériques à certains moments. Est-ce que c'est vrai que du coup tout ça c'est avant que Campbell apparaisse sur la série? Ça sera après Cityfall et avec la micro Alopex que Campbell arrive. Northampton, elle arrive. C'est Northampton, oui, plutôt, ouais. Oui, donc après Cityfall. Ouais, fait, voilà, c'est difficile aussi de faire des histoires autocontenues sur un single. Hein. On sait que l'exercice est compliqué, avec les contraintes de l'univers en plus. Ça, on va le dire une fois pour toutes, hein, parce que je pense qu'on pourra le répéter pour beaucoup. Hein. On est sur des histoires qui peuvent être autocontenues, mais qui en plus peuvent apporter à l'histoire principale sans que cela soit indispensable. Donc Ouais, ça c'est vachement utile sur les villains quand même. Ça apporte vachement de choses, quoi. ça apporte des choses, mais c'est pas indispensable. Et puis toutes ne sont pas. Certaines sont très dispensables. donc voilà, non. L'exercice est compliqué de faire une histoire autocontenue tout en apportant à l'extérieur sans l'univers. Donc là, comme tu dis, hein, ça se déroule tout seul. C'est l'exemple type qu'on retrouvera de nombreuses fois. Mais on sent où ça va aller. Il y a peu de surprises. On t'introduit un personnage sans savoir à l'époque qu'il allait avoir autant d'importance. Donc ça c'est assez cool. Mais ouais, graphiquement, même les couleurs me gênent un peu. C'est assez inégal, quoi. Je trouve que au niveau même design et couleurs, tu sais, ça fait des tortues un peu plates. Elles manquent un peu de relief en fait sur les mouvements. Et moi, c'est ça qui m'a un peu gêné. Ça fait comment ça s'appelle, une colo qui se veut réaliste, tu vois, au niveau de l'ambiance, des couleurs, des ombranges. Un peu comme il fait. J'ai perdu le nom du dessinateur de TMNT Universe. Bref. Sur quelle partie? Et de Batman et Tortue aussi. Freddy Williams. Ouais, Freddy Williams. Voilà. Deux, non, je sais pas. Et du coup, tu vois, je trouve que ça a ce côté qui se veut un peu organique et un peu plus réaliste que les dessins qu'on a habituellement sur les tortues. Mais du coup, avec la colo et le manque de relief, c'est un truc qui m'a un peu gêné sur cette mini. C'est dommage parce qu'il y a des tentatives de jeu de lumière intéressants, mais qui sont pas maîtrisés entièrement. C'est vrai. Moi, je sais que je l'avais trouvé en dessous du niveau général de l'ongoing, quoi, quand je l'avais lu. Oui. Même des petits épisodes du genre de l'ongoing, quoi. Je pense que c'est la moins bien des mini-séries sur les tortilles. Sur les tortues. Ouais, sur les 4 tortilles, c'est sûr. Il y a pas de Sur les 4 tortues, Ouais. oui. Ah non, Ouais. pas sur les Heroes. Bah, on va passer à la deuxième, du coup, et ça va être moi. Même si, Roméo, je veux bien que tu me rappelles l'équipe créative, puisque j'ai pas du tout de note et j'ai rien. Clairement, C'est toujours Brian Roméo est Lynch. le producteur de cette émission, hein, sachez bien. C'est toujours Brian Lynch au scénario. Et cette fois, c'est l'IPI, comme on dirait en salle de réaction. c'est Andy Kuhn au dessin. Andy Kuhn, oui. Andy Kuhn. Que j'ai beaucoup aimé sur ce numéro, en l'occurrence. Il y a un style que j'aime beaucoup dans le dessin. Des fois, il y a certaines pages, il y a un côté... Animation. entre Elsa Chartier et Juniba, pour parler français, je sais pas si tu vois. Il y a un côté comme ça sur certaines pages que j'ai beaucoup aimé. Ça fait très animation. Ouais. Et là, c'est une petite histoire. On est souvent sur des histoires, soit qui vont nous faire chialer, soit qui vont être légères avec Mikey. Là, on est plus sur le côté léger, puisque c'est Mikey qui aimerait bien se mêler au monde. Et là, c'est le premier de l'an. Et il y a des soirées déguisées, donc il va en profiter. Sauf que il va malencontreusement prendre la place de quelqu'un qui devait être déguisé en, je sais plus, en Godzilla ou je ne sais quoi. Un ou en lézard. dinosaure, ou un lézard en tout cas. Une Dans giant un casque. lizard. Dans un casque qui va avoir lieu à la soirée pour voler un gros diamant. Et du coup, il va s'infiltrer avant de finir par trahir son équipe, forcément, et de s'exfiltrer. Et de faire face à celle qu'il a pris pour le mauvais mec au début, et qui une sorte de Catwoman policière infiltrée. Et c'est très cool, quoi. C'est fun. C'est Mikey qui va
qui déjà part en soirée, finit par se battre, a une petite histoire avec une petite meuf dans son côté. Je sais pas, moi, je trouve que c'était le petit épisode, enfin le petit numéro bonheur de l'histoire, quoi. C'est souvent plus sombre, hein, dans le reste des 16 numéros qu'on traite. Du coup, celui-là, il fait un peu du bien. Surtout quand, moi, je les ai lus dans l'ordre Villains, Heroes, du coup, à l'envers, techniquement. Quand t'as fait tout Villains, quand t'arrives à ça fait du bien, quoi. Là, on commence un peu par ça. Mais en toute objectivité, et en toute subjectivité aussi, un des meilleurs numéros. Alors moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Andy Kuhn, son style très anguleux, très animation. Là c'est ultra vivant, vraiment ça passe vraiment d'une page à l'autre, ça s'enchaîne avec un travail sur les couleurs de Bill Crabtree qui est très très bon. On a vraiment des ambiances couleurs différentes qui te mettent dans les situations, notamment tout le travail sur le rouge au moment où il fait sonner l'alarme délibérément, parce que il veut bien faire à casse, mais faut pas pousser, quoi. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup toute la petite relation avec la policière. J'ai oublié son nom. Je l'ai plus un peu. Cara. Donc j'aime beaucoup ça. Donc ouais, moi c'est vraiment une petite histoire coup de cœur aussi de mon côté. Puis j'adore Andy Kuhn. Andy Kuhn, que je trouve qui a été beaucoup critiqué sur les Tortues. Parce que pas toujours parfait, mais en fait il pas toujours parfait, mais il a son style. Il a trouvé son style, ouais. Il a son style. Moi j'aime beaucoup vraiment ce style, très animation, très parfois ça fait même très storyboard, mais justement dans le découpage ça fonctionne énormément. Mais je pense qu'en plus là il a eu plus de temps pour faire celui-là que sur l'ongoing quand il travaille en flux tendu, quoi. Et typiquement c'est le genre de lecture où tu peux t'imaginer un épisode de dessin animé dessus, en fait. Ouais, carrément, ouais. Et ça marche, ouais. Et toi, Fab? C'est du pur one-shot, quoi. Ça n'engage à rien, comme on disait tout à l'heure. C'est une mini qui a pas tellement d'impact sur l'ongoing. Ouais, celle-là, elle a pas de conséquences. Parler. Et au final, c'est le moment de chill, quoi. Tu lis une aventure de Mikey, tu sais pourquoi t'y vas, tu sais ce que tu vas avoir, mais ça fait toujours plaisir. Parce que c'est un peu l'innocence, tu vois, et la candeur de Mikey chaque fois qu'il s'embarque dans une aventure qui, au final, tu le dépasses, mais comme il y a toute cette éducation et tout qu'il a avec ses frères, finit par conclure ça à la façon Tortue Ninja, mais toujours avec la dose de Mikey, ça passe tout seul, quoi. Et pareil, parce qu'on n'en a pas parlé dans le détail, mais il y a plusieurs moments, du coup, comme ses frères sont pas là, il pense à ce que feraient ses frères dans cette situation, et genre pour essayer de bluffer qu'il s'y connaît en technique, il pense à Donnie. Et il y a le moment où il pète un plomb à la fin, il pète un plomb dans le combat en pensant à Raph, hyper marrant, quoi. Mais du coup, elle est vraiment très cool, et sur Andy Kuhn, pareil, moi j'aime beaucoup. Toujours pareil, assez inégal, parce que voilà, il a un style c'est son style. C'est malheureux de dire c'est inégal, mais en fait c'est son style, et des fois il y a des plans qui te parlent, il y en a d'autres qui te parlent pas, mais c'est toujours ultra dynamique, et c'est très très cinématographique, quoi, parce que c'est vraiment du bon découpage et tout, donc comme vous, très bonne petite mini. Et est-ce que t'as kiffé le numéro suivant consacré à Donnie, cette fois, du coup, ton perso à toi? Je sais pas si t'as l'équipe créative sous la main ou si ouais, j'ai ça. C'est toujours Brian Leach, avec cette fois au script Tom Waltz, et au dessin on a Valerio Chitti. Donc Valerio Chitti, qui à l'époque n'était pas un nom aussi ronflant qu'aujourd'hui, donc pareil de l'école italienne, et qui depuis enchaîne chez Marvel, hein. Il a fait des Guardians, je crois. Il a été sur les derniers X-Men aussi, là. Je crois qu'avant, après Tortue Ninja, je me demande s'il a pas fait du Red Lanterns ou un truc comme ça chez DC pendant la période New 52. Ouais, c'est possible. Ce son trait me parle aussi, hein. C'est un trait. Mais toujours est-il que c'est un bien plus gros nom maintenant qu'à l'époque, c'est sûr. Parce que là, on doit être en 2012, là. Ouais, je pense. C'est ça, on est en 2012.
Du coup, on a droit à une petite mini avec Donnie qui se rend dans une sorte de conf, la New Expo, New World Expo, un truc genre le congrès des innovations, quoi, pareil, où il va Ça me fait retrouver... penser, je sais pas si vous avez vu X-Files, mais l'épisode de la rencontre de Mulder avec les Lone Gunmen dans X-Files, ça me fait penser à ce genre de truc. Non, j'ai jamais regardé. Petite ref, podcast X-Files sur le coin un peu. Ouais, je sais, mais cette série m'a toujours terrifié. Je sais pas pourquoi. Parce qu'au début, il y a des trucs terrifiants quand t'es petit. Ouais, mais c'est surtout ce souvenir que j'en ai. Vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, il y a pas de souci. Du coup, on a Donnie qui va à cette expo pour retrouver le Kirby Fan 01, qui est sur un forum, un mec voilà, avec qui Donnie échange régulièrement sur tout ce qui est tech et tout, avec qui ça se passe... passe... Nemesis, non? Ouais, c'est ça se passe pas super bien à chaque fois sur ces échanges. Ça se frite un peu verbalement. Et du coup, il va dans cette convention et il finit par le rencontrer. Donc, on introduit par le biais de Kirby Fan 01 Harold, le scientifique que tout le monde connaît après. C'est donc sa première apparition, c'est son premier contact en fait avec les tortues via Donnie. On va avoir droit à une petite séquence, un team-up improvisé parce que les sbires de Shredder de Baxter veulent mettre la main sur ce que Harold invente. Donc le point antigravité. Plus la tenue invisible et tout, qui finira sur les épaules de Nobody, que les lecteurs auront déjà vu du coup. Il va s'en suivre ce petit team-up improvisé avec Donnie qui utilise un petit peu les technos de Harold qui utilise les capacités de Donnie. C'est assez fun, moi j'ai trouvé ça assez cool. Et à la fin, on a droit donc un petit peu au caractère de Harold qui nous laisse les prémices un peu électriques, tu vois, de ce qui va naître avec les relations Donnie-Harold, mais qui finit sur un bon happy end, tu vois, en mode on se frite un peu, mais bon, on est quand même potes, quoi, c'est pas... Donc voilà, c'est assez cool. Valerio Chitti, moi j'aime bien ce qu'il fait, c'est assez propre comparé à ce qu'on a vu sur les séries précédentes. C'est très très net, très très travaillé. Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de colos numériques dessus. Mais moi c'était un bon petit épisode de Donnie, et pour une fois il prend pas trop cher, donc ça va. Ça me fait plaisir. c'est vrai. Romain, t'en penses quoi? Alors déjà, là on est sur l'hommage à la mini-série Donatello de l'époque Mirage, vu qu'on a Kirby, le nom de Kirby qui apparaît également, et on a le Gravity Gauntlet qui était également présent dans la mini d'origine. Donc là on a déjà un premier lien avec les mini de l'époque. Valerio Chitti, c'est ce qu'il fait maintenant, on sent qu'il a passé un level aussi, hein. On le retrouve sur une cover des Tortues, la première cover où les Tortues jouent à des jeux vidéo. J'ai plus le numéro en tête, mais il avait fait une variante cover aussi de l'ongoing bien après. Il en a fait plusieurs, hein. Ouais, mais c'était sa première, c'était celle des jeux vidéo. Il y en a une où je me suis senti voler, c'est la mini qui fait il fait une cover avec Donatello dessus, et après il la reprend, alors je crois que c'est pour une macro, quelque chose comme ça, sur Donnie aussi, et en fait c'est Donnie qui est dans la même position, et genre dans un il tient le gantelet anti-gravité, et dans l'autre il tient un bâton ou un truc comme ça. Putain, et j'ai eu l'impression de me faire entuber, d'avoir exactement la même, genre... Ouais, mais c'était tellement ça, quoi. La micro, c'est la cover, sa cover à lui, donc la cover B, et sa cover du 99. Ouais, elles sont très 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 proches, je trouve. Très proches. Et un point qu'on n'a pas dit, les covers A des 4 mini-séries sur les tortues sont de David Petersen. Donc David Petersen qui est Mr. Mouseguard.
Tout à fait, j'ai pas toutes celles-là, moi. Très grand dessinateur et qui a fait un univers absolument génial que je vous conseille. Moi, j'ai un comic shop qui a décidé de faire du random dans la cohérence de ma collection de couvertures, donc voilà, j'ai ce que j'ai. quand je vais voir, j'essaie les découvertes. Donc, juste que je termine, une mini-série cool qui permet d'introduire Harold Lilja qui va avoir une grande importance. Même sa technologie de phasage aura de l'importance dans le tome dont on vient de parler, tu vois. Je l'avais oublié celle-là. Ouais. Et je me demandais, parce que évidemment, moi, j'ai lu ça après, et il y a un moment, Baxter, on le voit avant cette mini ou pas? Parce qu'en fait, dans le premier arc. J'ai eu le doute. J'ai eu le doute de savoir s'il n'était pas sa première apparition était là et qu'on le voyait après, ou s'il arrivait un peu avant et qu'on le revoyait il me là. semble qu'on le voit assez rapidement parce qu'il est au labo, non? On le voit rapidement. Enfin, on voit les Mousers attaquer. On a les Mousers qui attaquent le repère assez rapidement. Ouais. Dès que les tortues sont réunies. Ouais, j'ai eu le doute là quand je suis tombé dessus à la fin, et ça m'a mis le doute. On a aussi un tout petit truc tout bête dans la mini là, où Harold, il parle de son ancienne associée, femme, machin, et pareil, il le glisse de manière un petit peu comme ça, tu vois, genre c'est une phrase lancée en l'air, et en fait tu le retrouves super longtemps après, quoi. Ouais. Bah moi du coup, j'ai pas grand chose de plus à dire parce que je suis assez d'accord avec vous, et puis je voulais soulever les points justement de l'importance des trucs que ça introduit pour soit dans l'hommage, soit dans ce que ça dit pour le futur. Et ouais, c'est une micro que je trouve sympa sans plus, mais elle fait bien son taf, je trouve. Elle a pas, il manque un petit truc, un peu plus de peps peut-être quelque part. Mais bon, on a quand même des combats avec des grands anti-gravités, donc pourquoi pas, quoi. C'est assez cool. Qui c'est que j'ai dit qu'elle allait parler du suivant? Eh ben, c'est Roméo qui va... bah oui, forcément. En fait, il n'y a pas de question là-dessus. Puisque la prochaine, c'est Léo. Et du coup, Roméo, vas-y, c'est ton moment. Alors... J'ai une demi-heure, c'est ça? Alors, t'as le temps que tu veux, mais bon. Bonsoir. J'ai pas mangé. Alors, mini-série encore scénarisée par Brian Lynch, et au dessin, on a Sophie Campbell. Que dire? Vous prenez la mini-série qui fait partie de la triptyque Northampton de l'époque Mirage, dont j'ai parlé au moins une quinzaine de fois ici, et vous la transposez dans l'univers IDW. Et vous avez un bijou d'introspection de Leonardo qui se retrouve à combattre une armée de Foot Clan, de Foot Clan Soldier, tout en se remémorant son passé, enfin sa précédente vie, qui permet de donner de la force, qui permet d'avancer, et à la fin, il se bat contre un Foot Clan qui s'avère être autre que Shredder, donc qui se rendent compte qu'ils sont loin du niveau espéré. Donc voilà, on a un numéro absolument magnifique du début à la fin. Moi, je me souviens de la première fois que je l'ai lu, j'avais pas aimé. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, parce que j'avais pas le background, j'avais pas le... je consommais pas les comics de la même manière, je ne les comprenais pas de la même manière aussi. Ça faisait pas longtemps que je lisais des comics à l'époque. Ça a 12 ans maintenant, donc, enfin 11 ans. Ouais, et enfin voilà, j'avais pas les mêmes acquis. Et maintenant c'est une de mes mini préférées qui s'autosuffit, et voilà quoi. On a tout le caractère de Leonardo dans ces quelques pages, sur sa détermination, sur son attachement à sa famille, sur sa force, sur le fait que c'est un leader, mais s'il est tout seul, ça fonctionne pas. Voilà. Donc puis c'est les débuts de Sophie Campbell. Voilà. C'est la meilleure mini-série micro-série. Ouais, c'est la meilleure micro-série sur les tortues, sûrement sur les Heroes.
Avec les villains, ça peut se discuter, mais non, c'est la meilleure, tout simplement. Fab, tu veux rebondir ou pas? Oh non, pas grand chose à dire, hein, globalement. C'est une des séries que j'adore aussi. Mais pareil, moi j'avais bien aimé au début, mais j'avais eu un peu de mal à apprécier en fait, tu sais, tout cet acharnement qu'il y a avec tous les foot et tout. J'avais trouvé ça intéressant, et en fait, comme ça durait sur la longueur, ça m'avait. Enfin, sur la longueur, c'est vite dit parce que c'est une micro de 25 pages, mais en fait, j'avais trouvé ça lourd dans le sens. Tu vois, assailli, tout le temps t'as des ninjas qui arrivent, ils courent, ils s'en dépêtrent pas, etc. jusqu'au dernier moment. Et en fait, j'ai mis plusieurs lectures en fait à l'apprécier pleinement pour vraiment en tenir un petit peu l'essence, comme expliquait Roméo, quoi. Donc globalement, je le rejoins facilement. Ouais. Bah, moi j'adore aussi, hein. Je pense que c'est la meilleure des 4 tortues en effet, probablement. Peut-être une des meilleures des micro-séries en fait dans l'ensemble. Je le trouve magnifique déjà, et je trouve qu'il représente bien Léo en fait, cette introspection permanente tout en étant dans un combat permanent aussi avec l'extérieur. Je trouve que ça marche bien, et ouais, alors en plus c'est un bel hommage à des trucs qu'on a déjà traités dans les Ultimate Collection, mais ou les classiques plutôt. Mais ouais, franchement, ce numéro, enfin les numéros sur Léo, je me souviens aussi comment ça s'appelait les gros trucs là qu'on avait vers. Les macros. Ouais, les macros peut-être, ouais. Les numéros sur Léo sont incroyables en général en fait. Je pense que dans la tête de Tom Waltz, c'est peut-être la meilleure tortue. Malheureusement, et que ça se voit dans la direction prise par la série. Enfin, malheureusement pour moi, hein, pas malheureusement pour toi, Roméo. Là, et on se souviendra aussi d'un jour, on traitera des backups des premiers numéros de TMNT Universe. Ouais, parce que pour moi, le premier arc de TMNT Universe, il vaut que par ses backups en fait. Ah bah, que pour les backups, Sienkiewicz, le team-up Sienkiewicz-Eastman. Ouais, c'est incroyable ça. Parce que ouais, le premier arc de l'univers, je suis pas très fan. Je suis pas très fan d'univers, il y a vraiment peu d'arcs que j'adore. Il y a un arc de Carré, je crois que j'adore. Mais j'en ai aucun souvenir, pour te dire. Il y a des choses très bien. Il y a des trucs cool quand même. Avec les Mutanimals, justement. Ouais. Mais tu vois, je trouvais que ça commençait très mal en fait. Le premier arc que j'avais détesté, heureusement il y avait les backups. Il y a $5 à l'époque, je crois, et du coup je me disais $5 pour les backups, ça fait mal. Il y a les backups sur le Triceraton. Ouais. Aussi, qui sont bien. Ça c'est stylé aussi. Ouais. Il y a pas, c'est pas dans l'univers il y a des épisodes dans un immeuble avec la police, tout ça à New York. C'est hyper carré. Et c'est Tyler Wapol, je crois. Et j'ai raté. Ouais, non, mais j'ai. Marqué moi là-dessus. Non, c'est surtout que j'ai failli acheter une planche. Ah ouais, de ça. J'ai raté, j'aurais dû, parce qu'après elles étaient restées un moment à pas cher, et surtout parce que ouais, c'est un numéro très géométrique sur Halloween dans un commissariat. Ouais, c'est ça. Ouais. Il était très stylé celui-là, je me suis dit. Faudra qu'on fasse au moins un best-of d'univers à un moment. Est-ce qu'on a fini sur Léo du coup? On passe à juste. Non, vas-y. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce numéro, et je le répète aussi, c'est on a des références à leur vie antérieure. Ouais. Et notamment sur Tangshan. Et voilà, donc c'est cet univers que j'apprécie beaucoup. C'est Léo, c'est Sophie Campbell. J'ai sur un bras une case de la micro-série originelle de Eastman et Laird de Leonardo. Sur l'autre bras, j'ai une Sophie Campbell. Je pense que le prochain, ça sera une case de ce numéro-là. Ok. Là, c'est une affirmation d'amour, là, en l'occurrence, que tu graves sur ta peau éternellement. Est-ce que tu peux présenter l'équipe créative de Splinter qui suit? C'est pour moi. Ouais, alors au script, on a Eric Burnham, donc qui est à l'époque chez IDW l'architecte de l'univers Ghostbusters, et que l'on retrouve sur TMNT Saturday Morning actuellement. C'est ça, c'est Saturday. Il me semble que c'est ça. C'est Saturday quelque chose. Saturday Morning Adventures. Ouais.
donc qui est actuellement sur les Tortues, sur cette série dérivée de la série d'animation. Et au dessin, on a Charles Paul Wilson 3. Parce qu'ils aiment bien avoir des numéros. Ouais. Charles Paul Wilson the Third, pardon. Des dessins dont je ne suis pas forcément les plus fans sur cette mini-micro-série, qui aurait mérité mieux, je pense. Mais on est en l'occurrence dans la continuité de ce dont tu parles sur Léo juste avant, parce que là, on va plonger profondément dans la vie antérieure de la famille entière, et particulièrement de Splinter et de ce qui s'est passé dans son passé. Puisque on a aussi un Splinter introspectif qui est en train de nous dire les gens ils me trouvent calme, mais je vais leur montrer que j'ai peut-être des raisons de me battre. Donc on va avoir via ce numéro ce qui s'est passé dans le passé et la graine du conflit avec Shredder. Tout ça pour nous teaser que le conflit Splinter-Shredder est loin d'être terminé, quoi. C'est un numéro que je trouve un peu redondant avec des trucs qu'on a déjà vus, j'ai l'impression, en fait. Je sais pas, je m'attendais à un truc exceptionnel avec Splinter, et en fait je le trouve déjà, peut-être que s'il avait été plus beau, enfin on nous faisait la même histoire avec Santoluco, ça aurait été peut-être encore plus redondant, mais au moins on aurait kiffé visuellement. Là je sais pas, il y a un truc qui va pas, qui est un petit peu off dans celui-là pour moi. Alors déjà, d'un point de vue timing, cette micro se situe dans le combat donc qu'on trouve dans le tome 0 chez iComics, où on a Splinter qui va faire face à Shredder quand il a tous les Foot Soldiers. Donc on est vraiment sur quelques minutes, concentré sur quelques minutes, où il se rappelle son passé, enfin sa vie antérieure. Avec le recul, on a tout ce côté vie antérieure via The Secret History of the Foot Clan et le TMNT 5. La comparaison est rude. Ouais, exactement. Ouais. Autant pour Leonardo, c'était vraiment quelques cases et c'était juste pour servir la personnalisation de Leonardo très rapidement. Là, on va vraiment fouiller cette ancienne vie. On a vraiment des éléments. Ça permet de comprendre un peu plus Splinter. Pas forcément tout cohérent, mais ouais, on a une recherche de style entre le moment où on a Splinter qui se bat contre le Foot Clan, où j'aime beaucoup les dessins, et cette partie de la vie antérieure où on a un Charles Paul Wilson 3 qui essaye un peu de faire comme Santoluco en changeant son style et la couleur pareil de Jay Photos qui change, et ça fonctionne pas. Justement, les dessins de maintenant se rapprochent un peu de Dan Duncan au niveau de la colo, au niveau du style très brut, très sombre, et ça fonctionne pas. C'est dommage. C'est dommage. Il y avait vraiment un bon point à explorer sur tout ce côté-là, sur la caractérisation de qui était Splinter avant d'être Splinter. Chez moi, ça n'a pas fonctionné, et c'est même en décalage avec le personnage, je trouve. Ouais. Le côté vraiment très colérique, impulsif, qui certes s'est assagi quand il a rencontré Tang Shen. Côté revanchard. Mais je sais pas, il y a vraiment un gros décalage, je trouve, avec le Splinter que l'on connaît, qui est très posé, le côté très paternaliste. Et on l'a à la fin où il s'énerve contre ses enfants parce que Tang Shen a été assassiné, il a pu s'échapper, et il essaye de se rendre compte que là il a tout perdu, il a perdu elle, et que elle lui manque, il doit continuer à vivre pour eux, et c'est aussi pour ça qu'il se bat aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, c'est dans la continuité actuelle, mais voilà, c'est dommage parce que la fin, en plus, le début est pas mal, la fin où il sort un Shredder, un Do You Remember What I Promised You, qui va bien avec l'ongoing, justement, où on avait la détermination de Splinter qui se fait tout le Foot Clan parce qu'il veut son combat contre Shredder, et on en avait parlé de ce combat qui était magistral, très bien orchestré, et qui fonctionnait super bien. Donc là, on avait le lien parfait. Mais toute l'histoire dans la vie antérieure, chez moi, elle n'a pas fonctionné du tout. Ok. Et toi, Fab, je crois que tu étais aussi déçu globalement. Ouais, pas grand chose à dire de plus. Et
on a déjà vu tout ça, beaucoup plus fouillé, beaucoup plus étudié, enfin, pas beaucoup plus étudié, mais on a eu un tome de 4 singles pour nous raconter l'histoire secrète du Foot Clan avec cette origine, machin, etc. On a déjà vu le passé, voilà, des tortues, etc. Ça fait redondance, graphiquement, ça m'a pas plu. Voilà, j'en retiens pas un plaisir d'avoir lu ça, quoi. Ok, très bien. Et ben, on passe avec toi sur la micro-série Kazé. C'est sur ce tome de Héros, là, en français, c'est ma deuxième mini préférée, après Léo. Parce que j'ai trouvé ça très touchant, en fait. On a un petit peu les origines de Kazé, de comment il s'est construit, de son côté un peu impulsif, un peu bagarreur, exultoire. Donc en fait, on voit que... Enfin, je vais peut-être, juste avant, faire les crédits, comme on fait depuis le début. On a Mike Costa et Ben Epstein au scénario, et au dessin, Mike Anderson. Donc on a Kazé qui vit avec son père, qui cohabite avec son père de manière plutôt difficile. Son père est plutôt penché sur la boisson et sur tout ce qui est Paris, etc., avec une espèce de petit gang de mafieux qui dirige un peu le quartier, etc. Il a des dettes, jusqu'au jour où il vole le médaillon, un médaillon en crosse, visiblement en or, ou qui a un peu de valeur, qui appartient à Kazé, laissé par sa mère qui était plutôt malade, mourante, clairement. Et Kazé... Plutôt malade, oui. Ouais, voilà. Elle était, elle meurt, quoi, à la fin, on va pas, voilà. Et du coup, Kazé, il voit son père prendre ça pour rembourser ses dettes, et il va partir un peu dans une sorte de vendetta pour se venger de son, comment ça s'appelle, des mecs qui organisent ce petit trafic, et récupérer sa crosse qui a cette valeur presque plus sentimentale pour lui que pécuniaire, parce que c'est ce souvenir qu'il a de sa mère, etc. Et moi j'ai trouvé ça super touchant. On voit vraiment comment Kazé en est arrivé à se battre et à un peu tout abandonner de par ça. La relation qu'il a avec Un aussi, qui part de là, en fait, ce conflit qu'il a avec son père. Et moi c'est ma deuxième mini préférée sur ce tome. Ok. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vas-y, Roméo. Je suis partagé. Je suis partagé parce que le concept est très intéressant, et il y avait vraiment moyen d'écrire quelque chose de très grand sur ce côté cette dualité de Casey Jones entre quand il est avec sa mère, où il n'y a plus qu'elle qui compte, et il doit tenir sa promesse de prendre soin de son père, parce qu'elle est bien consciente que lui ne pourra pas faire l'inverse, et le côté ultra bagarreur. Donc j'aimais beaucoup le traitement qu'en avait fait Dan Duncan sur quelques pages. J'ai cette page en tête où on le voit justement devant la tombe de sa mère, et avec Un après qui arrive pour se battre bien plus tard. Mais j'ai cette image en tête, et en fait je retrouve pas ça. J'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai pas eu le côté pathos qui voulait me servir, ni le côté ultra nerveux, vendetta, vengeance. Je l'ai pas. J'ai ni l'un ni l'autre, et ça navigue entre les deux. Donc ça n'a pas forcément fonctionné chez moi. Peut-être parce que quand je l'ai relu, j'ai lu la micro-série Un. Donc ça n'a pas aidé. Mais ouais, il y a quelques plans qui sont pas mal quand il arrive voir les tortues à la fin, parce que son père s'est occupé de lui. Donc son père l'a tabassé parce que lui il doit s'occuper de son père. Il ne donnera pas un coup à son père. Et ça, pareil, Dan Duncan l'avait mieux fait dans tout le premier arc. Quand
quand Raph va le sauver. Et quand Splinter aussi le récupère après. Là, c'est un acte manqué pour moi. C'est dommage. J'étais très déçu à la relecture. J'en avais plus aucun souvenir. Je savais que ça allait parler de ça. Je savais que les thèmes allaient être abordés. Mais j'ai même pas eu ce petit élément de re-surprise. Bah écoute, désolé Fab, je suis un peu team Robéo moi sur cette histoire. C'est-à-dire l'histoire, ouais, je l'avais assimilée et à la lecture, je me suis un peu fait chier, quoi. Je trouve que ça manque quelque chose aussi. J'ai pas grand-chose de plus à dire. Je sais pas. C'est dans ce que je disais tout à l'heure qu'il y en a certaines, j'ai l'impression qu'elles sont écrites en mode automatique et en mode logique, tu vois. Il y a pas, ok, il y a des bonnes thématiques en l'occurrence, mais je sais pas. J'ai encore l'impression qu'on a fait mieux dans l'ongoing à côté. Donc voilà. Moi, c'est pas du tout dans mes préférés du tome. Ouais, non, mais moi, oui, ça reste ma deuxième. Et chacun ses choix, hein, de toute façon. C'est ça. Je pense qu'il y a la préférée all-time de Roméo après. Notre cher April O'Neil. Roméo, est-ce que tu veux lui parler de cette micro ? Non. Alors déjà, je pense pas que ce soit que moi, pour le coup. Je pense que c'est la préférée de personne. Pas April, hein, mais cette micro-série. Donc, micro-série écrite par Barbara Randall-Kesel et dessinée par Mara Zarkon. Des couleurs de Heather Breckel. Donc, c'est bien une team en plus 100% féminine pour écrire ce personnage-là. On a appris on voit son van, c'est bien. On la voit en combinaison jaune à la fin, c'est bien. On fait des clins d'œil. Donc il y a des trucs intéressants. Hein. Le côté, elle mène son enquête, ça rappelle un peu son passé journaliste dans d'autres itérations. On voit Chet, le fugitoïde, qui nous rappellera la prochaine micro-série que l'on parlera après. Il y a les expérimentations Stockgen, donc on en apprend un petit peu plus, avec un granitor justement qui s'échappe. On aperçoit des Krang, on aperçoit ce qui est censé être Slash. Qu'est-ce Parce que qu'il c'est est censé être Slash. Voilà, mais là c'est vraiment écriture en automatique. Quelques petits clins d'œil, quelques petites choses nous permettent de nous faire ah oui c'est bien, je vais pas le refermer tout de suite, mais ça s'arrête là quoi. C'est pour moi le plus dispensable. C'est bien dommage, mais je pense qu'il était difficile à ce moment-là du récit d'écrire quelque chose, une micro-série, un one-shot sur le personnage et d'en faire quelque chose de cohérent et d'intéressant. Là, April est un personnage bien moins exploité et bien moins développé que tous les autres, et bien moins développé que tous les personnages qu'on verra dans les villains également. Donc c'était pour moi l'exercice le plus difficile et ils n'ont pas réussi. Et Marley Zarkon j'ai pas accroché du tout. Donc si je me trompe pas, Marley Zarkon, on la retrouvera sur la mini-série Kazei en April de Mariko Tamaki quelques années plus tard. Et surtout le cauchemar au début d'April avec April et un bandana jaune en tortue, c'est non. Ouais, Fab, je te laisse conclure dessus parce que franchement, j'ai pas trop d'avis supplémentaires. Vraiment la pire, en l'occurrence, la pire des micro-séries. Non, mais pas grand chose à dire de plus. Si tu veux, je peux direct enchaîner avec celle du Fugitoïde parce que pour moi, ça se vaut. Il n'y a pas grand chose de plus que ce qu'on a déjà vu dans la régulière. On nous explique pourquoi et comment le Fugitoïde a transféré sa conscience. Enfin, comment le docteur s'est mis... Ah ouais, il a vraiment enchaîné sur Fugitoïde direct. Hein. Ouais, j'avais pas grand chose à dire, Manu non plus. Moi je pensais que t'allais... Du coup, je pensais que t'allais dire quelques mots. On est passé sur Fugitoïde. Bon, alors Fugitoïde, juste je vais l'introduire, c'est une série écrite par Paul Allor. Donc Paul Allor, on en parle assez régulièrement maintenant, vu que c'est un scénariste assez régulier sur les Tortues et qui est actuellement sur le crossover TMNT Street Fighter, que je n'ai toujours pas lu. Et dessiné par Paul McCaffrey. Ne pas confondre avec le TMNT Power Rangers 2, tu sais, alors Street Fighter. Pareil.
Pourquoi Donc tu voilà, fais cette Fugitoid. numéro? Parce que c'est incroyable, t'as mis des Power Rangers 2. C'est Danmora, c'est ça? Alors, je n'ai toujours pas lu, je suis en plein travaux. Toujours. Oui, c'est vrai. Je me suis relancé et j'ose pas le lire parce que les covers de Danmora m'explosent tout. Et je crois que je suis pas prêt à lire ça. Je suis pas prêt à voir ce twist dans le morphine avec les totems de Power Rangers en mutant. Je suis pas prêt pour ça. Ça va être génial. Bah, du coup, Fab, vas-y, hein, si tu veux. Ben ouais, donc on a cette mini-série sur Fugitoid qui va nous raconter un petit peu comment le docteur Myrmignon Honeycutt. Ouais, Honeycutt. Ouais, désolé, Bien moi vu. je suis en VO aussi. Ouais, c'est Ouais. le professeur Honeycutt. Honeycutt, c'est ça. Du coup, à transférer sa conscience dans le Fugitoid. Donc, on a droit à... ben voilà, c'est la guerre sur sa planète. Hein. Il faut sauver sa famille et tout, parce qu'ils sont emprisonnés. C'est le drame. Ouais, c'est ça, c'est le drame. Donc, il va se sacrifier parce qu'il ne peut pas passer les flammes et les capteurs, machin, tout ça. Il se transfère dans le Fugitoid pour aller sauver tout le monde. Malheureusement, ça explose, il sauve personne, et lui, il se retrouve prisonnier dans le Fugitoid. Et en gros, il se fait trapper par les Granitors. Il s'échappe par un portail, il débarque sur Terre, il se transforme en humain, et il vient se cacher. Globalement, on n'en apprend pas beaucoup plus, et pour moi, pareil que April, quoi, c'est... Voilà, c'est pas utile. Parce que on l'a déjà vu dans la série régulière, c'était moins long, et c'était mieux amené. Et voilà, là j'en ai pas. Franchement, j'en garde rien de ça, quoi, parce que je savais Ouais, déjà ce qui s'était passé. C'est totalement un single fonction, quoi, qu'elle a pour dire il s'est passé ça. Voici le Previously on Dr. Honeycutt. Ouais, exactement. Donc voilà, pour moi, même. Tu vois, pour moi, c'est le même niveau que celle de April. Oh, je suis pas d'accord. Je peux pas te laisser dire ça. Non, moi je suis désolé, en termes d'utilité, cette mini, elle en a pas. Moi, Ah je ouais suis l'arbitre et j'autorise que tu dises ça. Alors, on apprend, si, c'est un intérêt. Et c'est un intérêt qui pour toi est très cher. On apprend le transfert de conscience. Tu sais, Ouf. sans ça, Donatello, Ouais, il serait mort. Mais ça, je l'ai déjà vu. Dans l'ongoing. Je le sais. Ouais, Il en mais a déjà pas- parlé. Ah oui. Ah non, on le savait pas à l'époque. Non, pas au moment de la mini, non. Au moment où cette micro est sortie, on ne le savait pas. Oui, mais moi, je l'ai lu maintenant. Donc, je le savais déjà. Mais c'est sûr que vu que ça vient de sortir en VF, en effet, là, du coup, c'est plus dispensable parce que ça t'apprend vraiment pas grand-chose en VF. Ouais, oui, en fait, ça t'apprend comment c'est faisable. Et quand tu lis quand tu lis la VO, tu pouvais te douter que ce qui allait se passer à Don. Mais on n'a pas la techno, mais par contre, je suis peut-être d'accord avec Fab sur le fait que, en fait, quand on découvre Fugitoid, on sait que c'est une conscience transférée déjà. Oui. Donc, on sait que c'est possible. Donc, techniquement, je suis assez d'accord avec Fab, ça apprend pas grand-chose, quoi. Ça t'apprend comment, mais ça t'apprend pas que c'est faisable parce qu'on sait déjà que c'est faisable. Tu vois, j'aurais presque trouvé plus cool qu'il nous parle de la techno du Fugitoid pour se métamorphoser en humain, se fondre dans la masse, machin. Parce que, ok, ben, il s'est transféré, c'est un génie. Mais, voilà. Enfin, voilà, pour moi, ça n'a pas trop de... Non, le petit background sur la guerre avec les Granitors, la construction du techno, c'est pas la plus déplaisante. Elle apporte pas grand chose, je suis d'accord, on la lit, on l'oublie, mais Tant qu'on est d'accord là-dessus, ça va. ah mais ça oui, je peux difficilement dire le contraire. Bon, je te la mets juste avant celle de April. Ça va, t'es Et content, du c'est pas coup, la dernière. Quand même. En mi-chemin, on a fini les héros, là. Ouais. C'est un peu moite-moite, quoi. C'est un peu moite-moite, ce top. C'est très Exactement. moite-moite, ouais. Il y a vraiment des bons trucs, hein. Mais dans l'ensemble qualitatif, c'est moite-moite, quoi. Il y en a une excellente, 2-3 bien, quelques acceptables et le reste... Et une vraiment pas bien. Pas qu'une, hein. Je trouve qu'il y en a vraiment qu'une qui est vraiment pas bien. Oui. Splinter, j'aime pas trop graphiquement, mais... En moi, vrai- April, c'est vraiment pas terrible, quoi.
Ah non, non, non. Mais en vrai, heureusement, on se rattrape avec le tome des vilains. On se rattrape avec le tome des vilains, ouais. Eh ben écoutez... Très bonne c'est toi surprise qui à la commence, relecture. Très très bonne surprise à la relecture, moi. Sur les vilains, moi aussi. Ouais, j'avais un meilleur souvenir d'ailleurs des vilains que de Heroes, et ça s'est confirmé. Bah, moi, j'en avais... Enfin, je me souvenais que c'était bien, parce qu'en plus, c'était en plein enchaînement Cityfall. Donc, ça s'intégrait vachement bien. Bah, en plus, Villains, on va en parler, mais il y a beaucoup plus de cas de ça s'intègre directement à l'histoire, quoi. Ça se raccorde à un moment où ça va te dire, tiens, et c'est pour ça que ça, et c'est pour ça que ça, et c'est pour ça que ça. Ça marche vachement, enfin, c'est plus organique pour moi que Heroes. Enfin bref, ceci est l'introduction de ce tome. C'était publié dans l'état, notamment parce qu'il y a 6 numéros aussi. Ouais, non, mais je réfléchis à Cityfall. Cityfall, c'est 8 numéros aussi, là. 8 ou 10 8. C'est 2 tomes de 4, je crois. Ok. Ouais. Non, 10, non. Peut-être 10, ouais. Peut-être 10, mais en tout cas, oui, ça couvre à peu près la même période, forcément. Ouais. Mais, bah écoutez, on y passe. Alors, un tome qui en VF est sorti avant le Heroes, alors que l'ordre de publication, c'était les micro-séries Heroes avant les micro-séries VN, du coup. Mais quand il est sorti en VF, je crois que ça tombait à peu près à la publication de Cityfall. Du coup, puis de toute façon, en plus, le vilain... Non, Heroes, pas du tout. Bah non, oui, parce qu'en plus, c'est un des premiers trucs, Cityfall, c'est leur 2 et 3, je crois. Oui, c'est les tomes 2 et tome 3 en VF. Ouais. Du coup, c'est arrivé plus tard. D'accord. Mais Ouais, par exact. contre, Oui, exact. ouais, non, en fait, dans tous les cas, c'est arrivé plus tard. Même par rapport au tome 0, le tome Heroes, c'est pas cohérent non plus. Peu importe, il est sorti, et c'est déjà pas mal. J'ai envie de dire, dans un état où tous les ans, on nous dit c'est chaud les Tortues Ninja, on en a toujours en 2023 pour l'instant. Moi, je suis un peu content. Je pense, Ah oui, mais c'est très bien. On commence donc avec Krang, Fab, et bah là, c'est Krang Origins, du coup. T'as l'équipe ? Vas-y. Ouais. Joshua Williamson au script et Mike Henderson au dessin. Si je dis pas de bêtises... Fais attention parce que Roméo prend son rôle d'exécutif producteur oui. très au sérieux, du coup. Mike Henderson qu'on a vu sur la mini-série, la micro-série Casey Jones. Ouais, moi j'allais dire Williamson et Henderson, c'est pas le duo qui est sur Nailbiter. Aucune idée. Si vous... Enfin, c'est... Il me semble, et si je dis pas de bêtises, enfin je vous la recommande si c'est le duo, parce que c'est graphiquement très cool. Tu as raison. C'est ça. Et la série, elle est excellente. C'est vraiment tueur en série à Bucaro, je crois, de mémoire. Enfin, c'est du Image ou c'est du IDW ? C'est du Image. Et ça a été publié en entier ? En français ? Ouais, chez Glénat, c'est tout en français. C'est pour ça que je posais la question, si ça a été publié en entier, parce que je vois que c'est chez Glénat. Ouais, ça a été publié. C'est pas une longue série, hein. Il y a 8 tomes, je crois, ou peut-être même moins. Et franchement, ça vaut vraiment la lecture, quoi. C'est vraiment cool. Bref, tout ça pour dire que c'est ce duo qui est sur Krang avec un Krang Origins, où clairement c'est ma micro-série préférée de ce tome. Où on va voir un petit peu tous les événements qui ont mené Krang à devenir le despote sanguinaire et sans foi ni loi, tu vois, qu'on connaît, quoi, le génocidaire, ça se dit, je suis pas sûr, mais en gros, voilà, quoi, on va le voir évoluer et surtout être abandonné à son propre sort en pleine nature, où il va devoir survivre. Il va se forger comme ça, jusqu'à en être le grand méchant qu'on connaît, et le général, voilà, qui amène avec lui la terreur et la peur partout où il passe, quoi. Et franchement, c'est ma mini préférée, parce que le découpage est fou, graphiquement, c'est vraiment trop bien. Quand tu vois un Krang, tu te dis, mais enfin... C'est ridicule, quoi. C'est un tout petit truc, tu lui mets un coup de pied, il traverse la planète, et en fait, au fil des pages... Ils sont écrasés à la botte, littéralement, pendant le numéro, en plus. Donc, Ouais, mais au fil des épisodes, tu le vois, et t'as l'impression qu'il grossit et qu'il prend plus une aura de terreur, qui fait que t'arrives à en avoir peur d'une toute petite chose comme ça. Et franchement, la caractérisation et l'évolution qu'il a sur ces quelques pages... Enfin, je trouve que ça marche vraiment, vraiment trop bien, quoi. J'adore ce numéro, moi aussi.
sais pas si c'est mon préféré des micro-series villains, mais je trouve que en plus, enfin, il est presque, c'est presque exagéré quoi. C'est presque du cartoon dans l'idée on a un Krang tout faible au début, c'est presque un mec dans Wall-E là, ceux qui sont sur leur banc toute la journée et qui se font livrer les trucs. Et puis d'un seul coup, ça part, ça part en cacahuète juste pour une question d'ego. Et il devient trop De fort reconnaissance juste pour une du question père. d'ego. Ouais, et de daddy issues, ouais. Et je trouve qu'il est très beau en plus. Ce qui me fait très mal parce que quand on passe sur le Baxter après, on a des dessins de Krang sur la mini de Baxter, pas la micro de Baxter après. Ça fait très mal quand on a vu ça. Mais ouais, elle est fun, elle est dynamique et puis elle nous place bien le caractère du perso, quoi. Elle est construite aussi en forme de flashback, avec une ou deux pages dans le présent bon, on nous raconte comment il est devenu général, comment il est devenu méchant, parce que c'était voilà un gars, un Utrom faiblard qui avait un père qui menait son peuple d'une main de fer de manière très violente. Et voilà, on a ce personnage en mode Survivor qui se découvre et qui va grandir rapidement et aussi donc au niveau du dessin on a l'impression qu'il prend plus de place aussi physiquement et le Krang qui chevauche un lézard voilà, J'allais le dire. Qui crache C'est de vraiment l'acide. trop bien. Ouais. à partir de là c'est bon quoi, tu m'as. Ah, purée, je suis. Ouais. On a le Krang donc qui comme ça devient qui devient leader pour les personnes parce qu'il bat un chef, donc il devient le chef. C'est une manière très très simple hein, de diriger hein. Donc Manu dans un octogone quand tu veux, on gère ça. T'es sûr voilà. Allez. Je parle pas de Manu. T'as des enfants, moi. Je parle pas du Manu, je parle de l'autre Manu. Le Rai Sanu. Ah ok, c'est vrai que tu parlais de moi. Non. Ah, oui, l'autre Manu, oui, quand tu veux. Je parle de l'autre. Et ouais, on a ce Krang qui est terrifiant. On comprend pourquoi il est terrifiant. Je me suis trompé, c'est ma deuxième mini. J'avais oublié qu'il y avait l'autre. Ça m'est revenu quand j'ai regardé le... Ok. Elle est position 2 de mes mini préférés de ce tome. C'est toujours des micros. De mes micros, ouais. On a perdu Roméo ou pas? Non, j'écoutais. J'étais en train de me poser la question laquelle était la première, mais je vois laquelle c'est. Voilà. Je vais pas pouvoir dire le contraire. Bon, du donc coup, ensuite... moi, j'ai pas grand chose à rajouter. Je sais pas si vous avez... Non, il a pas fini, je pense, Roméo. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. J'allais enchaîner sur la présentation de la 2, en fait. Ah ok, bah du coup, très bien. Je pense qu'on avait tout dit. Vas-y, présente-moi les caps techniques de Baxter. Eric Burnham au scénario, dont on a déjà parlé précédemment, et Andy Kuhn au dessin. Ouais. T'es abonné à Andy Kuhn, en fait, ce soir. Je suis abonné à Andy Kuhn, mais autant j'avais adoré sur Mikey, autant là, je suis pas fan. Je vous l'ai dit, les Krang, moi, j'ai pas du tout aimé la tech des Krang sur ce numéro. Mais en fait, j'ai surtout pas aimé ce numéro, parce que je trouve que Enfin, le scientifique flashback, j'ai appris à jouer aux échecs et du coup, comment prévoir mes coups à l'avance pour faire la métaphore avec comment il s'en sort en étant pris les couilles entre Shredder et Krang. Je trouve ça facile en fait. Je trouve qu'il n'y a pas de réflexion je trouve qu'il n'y a pas de réflexion pour le perso quoi. C'est y appliquer un schéma un peu classique qui a vraiment pas grand chose à voir avec sa nature à lui. En elle-même quoi, c'est pas, enfin je trouve pas ça du tout personnel par rapport à Baxter Stockman quoi. Je trouve ça vraiment hyper générique comme histoire et du coup ça m'a fortement déçu personnellement. J'ai vraiment à la relecture ça m'a plus énervé qu'à la première. Je crois que je la place tout en bas des micro villains pour moi. Avant-dernière pour moi. Ok, bah vas-y. Mais ouais, dans l'idée générale, un peu la même chose. J'aime pas le perso déjà à la base. C'est un antagoniste des Tortues qui est important et tout, donc pas de souci. Je l'aime pas de par qui il est et comment il agit, mais parce que c'est le personnage qui veut ça. Mais là, je retrouve pas le personnage que j'aime ne pas aimer. Et du coup, c'est... et puis, franchement,
j'aime bien Andy Kuhn, mais là, c'est pas beau. Là, ça m'a vraiment pas... Tu vois, autant sur Mikey, ça va bien. Là, le perso, moi, j'avais qu'une hâte, c'était finir, quoi. Et la fin, j'ai fini en diagonale, parce que, voilà, comme tu dis, il y a l'ambiguïté, le cul entre deux chaises, machin. Il est là à faire entre manigance, intelligence, il commence à planifier, nanani. En fait, non, ça n'a pas de sens. Et voilà. Cette mini, moi, elle part au fin fond de ce tome, quoi. Ça fonctionne pas Andy Kuhn sur les robotiques. Sur ces flybots et tout ça. Ça fonctionne pas. Mais, et puis l'histoire, ouais, c'est... Tu sens dès le début, tu vois qu'il y a une partie d'échec, tu fais « Ah, bon ». Ouais, non, dès le début, en effet. Du coup, le plot twist il a fait virer son père à la fin. Encore un daddy issue. Voilà, dès le début, son père qui le martyrise aux échecs, qui lui dit t'es qu'une grosse merde de toute façon. Et puis on voit maintenant que c'est un super scientifique qui travaille pour des super vilains. Voilà, écriture automatique, aucune surprise. Ça, voilà, ça fonctionne pas à aucun moment. Ok, voilà. Bon pas trop de divergence d'opinion. Ok, ça va. Peut-être sur la prochaine, je sais pas. On va passer sur Hob. Fab, tu vas nous la présenter, mais du coup on va laisser Roméo toujours nous présenter l'équipe. Écrit par Jason Chiaramella et dessiné par Dave Wachter, que l'on reverra donc par la suite sur les Tortues, et bientôt je crois dans nos discussions sur les tomes VF. C'est quelle histoire qu'il fait? Bientôt dans les tomes VF. Ok, très bien. Comme ça, je l'ai pas. J'étais pas prêt à cette question. Tu me prends de court. C'est justement là où on va. Le procès de Krang? Non, c'est pas tout de suite, ça. C'est pas avec Slash. Le procès de Krang? Ah, je sais plus. J.D.K. Exact. Ah ouais, c'est vrai. Ok. Le schisme, l'autre schisme du Foot Clan. Du coup, là, un peu comme Krang, on a droit à Hold Up Origin, avec comment il est devenu le chat bipède, et la haine qui voue du coup à Shredder. Donc on nous montre... ça, on le voit déjà un petit peu dans le... Et aux humains. Aux humains. Mais le début, les liens qu'il a avec les Tortues et Shredder, le premier contact, on le voit déjà dans la série régulière, si je dis pas de bêtises, sur quelques cases. Et du coup, là, c'est juste un petit peu plus poussé, il l'explique. On a par contre, ce qui est beaucoup plus détaillé, c'est la haine qui voue aux humains, et le fait qu'il ne fasse confiance ni aux humains, ni aux mutants, et qu'il fasse tout pour se débrouiller par lui-même et tout contrôler, en fait. C'est donc plus la haine d'un Baxter que de Shredder. Oui. Mais j'ai dit Shredder? Oui. Pardon, alors pas du tout, c'était pas... Ouais, t'as eu raison de me reprendre. Mais du coup, on a vraiment cet angle-là qui est apporté, où en fait on montre comment il fait pour tout contrôler, en fait, pour pas avoir à être tributaire de quelqu'un et se retrouver piégé, où on lui fait miroiter des choses, etc. Et moi j'ai trouvé ça assez cool, j'ai bien aimé, d'autant plus que ça a une double narration où il nous explique, lui, pourquoi il en est devenu comme ça, mais ça sert aussi d'avertissement à Slash, qui est derrière. En fait, il explique à Slash. Il explique à Slash. C'est en gros, il explique à Slash, et c'est la scène qui se passe dans le TMNT 23, où les Tortues rejoignent Hold Up sur le toit, parce que il y a un pacte, et ils vont avoir besoin de lui pour sauver Léo. Donc les trois tortues restantes et Splinter rejoignent Hold Up pour former une alliance, et donc on a Hold Up qui raconte à Slash, qui est encore con, je crois, à l'époque. Oui. Pourquoi il est comme ça. En fait, il explique à Slash, mais il se parle à lui-même. Oui, c'est ça. Vas-y, Fab, fini. Non, mais globalement, c'est ça. C'était... Roméo arrive à ce que j'allais conclure aussi. Donc, après, il se parle à lui-même, mais c'est important quand même que le discours soit envers Slash, je trouve, parce que
Bah clairement, tu l'as déjà dit Roméo dans ce podcast, mais Hobbes c'est Magneto quoi. Bah, de Et, toute façon, la première phrase du numéro, c'est You know what our problem is? Humans. ouais, et puis bah du coup Tu peux pas faire plus magnéto que ça. ouais, tout le background du personnage, clairement, c'est les souffrances animales et du coup les souffrances des mutants et la tentative d'utilisation en plus des mutants quoi, en tant qu'arme. Et non, c'est un super numéro, je trouve, moi. Bah, pas trop grand chose à rajouter que toi, en fait, en plus, Fab, mais je voulais dire, oui, si c'est important par rapport à Slash, parce que ça finit sur, je sais plus comment c'est la phrase, mais plus de souffrance, quoi. Et ça, c'est l'idée générale du combat de Random. Slash, il dit juste No more pain. No more pain, ouais, voilà. Mais je crois qu'ils le disent tous les deux, No more pain. Et du coup, je trouve que ça présente bien le personnage de Hobbes et son combat global et sa radicalité, en fait. Le pourquoi de sa radicalité. Je trouve que ça, c'est un numéro efficace. Ça impacte, enfin, ça renforce aussi le lien, tu vois, entre Hobbes et Slash. Parce que ils ont quand même, tu vois, une espèce de points communs là-dedans, dans tout ce qui est ils sont liés dans leur destin, etc. Voilà. Ils sont passés par le même labo à un moment, quoi. C'est ça. Et du coup, ça a encore plus écho. Et moi, j'ai beaucoup aimé celle-là. Également. Et avec en plus ce petit côté de Hobbes, je me garde des assurances, comme tu le disais, pour essayer de m'extraire de toute dépendance. Mais qu'il faut faire les alliances nécessaires quand c'est besoin. Tu voulais rajouter quelque chose, Robert, ou pas du coup? Bah écoute, on passe avec toi sur une petite micro-série. Franchement, la plus mauvaise du titre. Vraiment, c'était horrible. À l'Opex, on retrouve Brian Lynch à l'écriture et Sophie Campbell au dessin. Donc, on a déjà eu ce... All du all différent à l'Opex par rapport à Raphaël. Hein. Je suis désolé, mais de quoi? On n'est plus sur la même. C'est carrément une autre à l'Opex. C'est ça. Donc, on est sur la même équipe scénaristique que la micro-série Leonardo. Et on est sur la meilleure micro-série. Voilà. On a l'Opex. On commence encore par ce qui se passe actuellement. Donc là, à l'Opex sauvage, qui fait ses preuves, qui est très forte. Et la rencontre, tout un échange avec Shredder, qui l'a découverte. Et on a tout un passage qui se passe dans la neige, avec là où était à l'Opex quand elle était encore. C'est les origines Wolverine pour l'Opex. C'est ça, c'est Wolverine Origins, mais dessiné par Sophie Campbell, donc c'est magnifique. On a de toute façon c'est celle qui sublime le personnage réellement. On est sur des pages de blanc qui cassent la rétine. Vraiment belle, vraiment poétique. Et on passe en quelques pages de la poésie, de la mélancolie. Une Alopex qui se rappelle d'où elle vient. Elle se rappelle d'où elle vient. Réellement. Comment elle a été créée. Enfin, c'est Shredder qui lui rappelle comment elle a été créée, qui elle était et qui elle est maintenant. Et voilà, c'est un avertissement. Voilà. Et il faut que tu te libères. C'est cette rage que je t'ai... Tu es comme ça parce que je t'ai inculqué cette rage. Et voilà, quoi. C'est la meilleure micro-série. Et voilà. Sophie Campbell encore. Encore cette dualité, ce mélange de mélancolie et de violence qui est aussi bien dosé dans l'écriture et de rage, ouais. que dans le dessin. C'est vraiment... On parle souvent de complémentarité artiste-scénariste. C'est une équipe qui travaille pour raconter une histoire, ils travaillent ensemble. Et là, ça fonctionne parfaitement. C'est un duo qui a très bien fonctionné sur Leonardo, qui fonctionne très bien ici. Le dessin se met au service du scénario et vice-versa.
Ouais, non, vraiment une pure micro-série qui est magnifique. Et en effet, la rage de Halopex enfin, sur la fin, je trouve ça incroyable. Je trouve que Shredder joue un jeu très dangereux quand même, hein, parce qu'au final, bah, ça se retourne contre lui. Hein, en gros, il a joué la radicalité lui aussi, en se disant c'est tout ou rien, et malheureusement pour lui, elle va choisir le mauvais camp à terme. Mais ouais, c'est assez viscéral comme numéro, tout en étant mélancolique, comme tu dis. Et moi, je disais, je sais pas si vous avez entendu, je trouve qu'il y a un côté très Wolverine, du coup, dans les origines de Halopex. Là, on a le côté mince, bâtiment Weapon X, quoi. Je sais plus, je cherchais le nom que je voulais, mais je l'ai pas. De quoi? Le complexe Weapon X. Fab? Bah, pas grand chose de plus à dire. Hein. Enfin, moi j'adore, c'est le côté. En fait, le côté un peu mélancolique, un peu doux, c'est toute la partie graphique qui est amenée et qui contraste avec toute la violence du scénario qui est amené petit à petit. Et enfin, à l'Opex, avec ce design, il n'y a rien à dire. Moi je suis amoureux, quoi, vraiment. C'est un de mes designs, un de mes character design préférés. C'est Alopex sous le crayon de Sophie Campbell. Quoi. Vraiment, j'ai pas grand chose de plus à dire que ça. C'est trop bien. À noter elle est intelligente, Alopex. Et à noter que dans le Singles VO, justement, on a une page dedicated in memory of Franco Uru, où c'est Franco Uru qui aurait dû faire cette micro-série dans un premier temps. T'as le don pour casser l'ambiance ce soir, hein, je trouve. Quand même. C'est clair. Trop de morts dans cette histoire. C'est le même, il y en a toujours qu'un en fait. Ah oui, non, oui, t'as raison, c'est le même. Passons à Caraï avec toi, Fab. Là aussi, une micro-série qui va lâcher quelques infos, quelques avancées pour la suite. Et comment certaines choses se sont faites. Vas-y, Roméo. Scénarisé par Eric Burnham et au dessin, c'est Cory Smith qu'on a vu sur l'ongoing. Ouais. Avec notamment qui a commencé sur les fill-ins de Matteo Santoluco. Et qui après a fait une belle carrière chez Marvel. Ouais, et du coup, moi déjà graphiquement, c'est un numéro que j'aime bien. Parce que je trouve que ça matche bien avec Caraï, avec les petites scènes de combat et tout. Et graphiquement, j'ai plutôt bien aimé. Et du coup, on a Caraï qui retourne à l'école de formation du Foot Clan, quoi, en gros, là où elle a été formée petite, et là où il forme les ninjas du foot, et qui va retrouver son maître, son sensei, et donc flashback de la petite Caraï qui va nous montrer un petit peu comment on appelle ça, le cheminement qu'elle a eu en fait pour en arriver à être la Chunin de Shredder. Avec la dualité qu'elle a dû créer sur son propre personnage pour que ça passe auprès de ses parents tout en continuant. Voilà, ouais. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que ce tome, il se passe en plein City at War, donc entre le tome 2 et 3 VF. Et on a donc toute cette évolution-là. Moi, j'ai trouvé la mini très bien parce que du coup, ça donne de la profondeur au personnage de Caraï qu'on voit jusque-là régulièrement, mais qui n'a jamais eu le droit à une exposition aussi importante que dans cette micro, en fait. Et du coup, je trouve ça assez cool parce qu'elle gravit les échelons pour accéder au poste pour être la Chunin de Shredder, quoi, vraiment le plus fidèle bras droit du clan. Et en fait, elle se voit prendre la place par le Dark Leo, qui en fait, vient lui voler. C'est un vrai connard, Dark Leo. Oui. Faut le préciser. Déjà, c'est un vrai connard, et puis il vient lui prendre tout ce pourquoi elle a passé sa vie à s'entraîner et tout. Et la confrontation va avoir lieu, et franchement, le combat est cool. C'est vraiment... c'est une mini que j'ai appréciée aussi, comme on disait, il y a très peu de mini sur ce tome que j'ai pas apprécié, et celle-là, graphiquement et tout, c'est aussi une très très bonne mini à mes yeux.
Et à la fin, est teasé justement ce qui arrive dans les événements du tome 3 VF, avec les recrues du Foot Clan qui vont être amenés. On les voit et on les devine par rapport à la coupe de cheveux et au petit bonnet là, les futurs Bebop et Rocksteady qu'on va voir arriver en mutant, quoi. Ça finit sur une scène qu'on va retrouver dans Bebop et Rocksteady, 2 numéros derrière d'ailleurs, qui va être le début de... Elle commence à transformer des gens, ouais, en effet. Donc, moi, je suis d'accord avec toi, cool. moi, c'est une super micro-série. J'aime beaucoup l'idée que Dark Léo, c'est vraiment Dark Léo, quoi. Et t'es du côté de Karai parce que t'as vu comment elle a chié avant et comment elle a essayé de redresser le Foot Clan, même si, bon, en fait, elle va le rendre plus honorable, mais plus violent aussi, quoi, de facto. Mais non, c'est... ouais, j'ai beaucoup aimé cette série, cette micro. J'ai pas grand-chose d'autre à dire à part que j'ai vraiment aimé. Roméo. Ouais, pareil. Très bonne micro. Très bonne micro-série. Avec les explications d'où vient Karai. J'ai un regret. C'est qu'elle tue pas son père. pour atteindre... pour arriver là où elle en est. Parce que voilà, elle tue son collaborateur. Elle veut redonner ses lettres de noblesse au Foot Clan. Et fait, après, il y avait la explique... possibilité de faire un truc où elle tuait son père pour ressusciter Shredder, tu vois. Il pouvait y avoir un truc dans la façon de le faire. Ouais, ou même qu'elle le tue pour reprendre le Foot Clan et pas aussi. que mon père après est mort de stress. Ça aurait pu rajouter encore du caractère au personnage. Il y a juste... Bon, après c'est un détail, hein. Ouais, mais après, ça peut être le côté... tu vois, comme elle n'a pas tué son père, elle a gardé ce côté humain qui, parfois, fait que elle n'est pas totalement... tu vois, dans le côté... on tue... Elle garde cette part d'humanité, entre guillemets. Ça peut jouer... Moi, je l'ai vu un peu comme ça. Tout à fait. Autre chose à rajouter, Robin, ou pas? Non, c'est un personnage déjà que j'apprécie beaucoup, donc... j'étais content à l'époque et content à la relecture d'avoir cette petite histoire de Karai et sa rencontre avec son aïeul dans son rêve, mais qui n'est pas un rêve puisqu'elle se blesse réellement. J'ai trouvé ça très très cool, très intelligent et très bien réalisé, et avec le sourire de Karai quand elle se rend compte qu'elle est réellement blessée à son réveil, ça pose beaucoup de choses en fait. Ouais. On passe donc à un diptyque qui est pour moi un diptyque incroyablement bien parti, hein, parce que c'est d'une part sur Un, de l'autre sur Bebop et Rocksteady, donc des personnages qu'on adore forcément ici, ceux qui sont dans notre top 5. Est-ce que tu peux me présenter, Roméo, l'équipe de Un? Mike Costa et Ben Epstein à l'écriture et Mike Anderson au dessin. Ok. Et donc, ça va être une histoire qui va se passer au moment où Kazé s'est fait éclater. C'est Shredder qui le Ouais. plante. Donc, au moment où Shredder l'a planté au début de Cityfall, je crois. Et dans lequel, après, Un va revenir en étant le boss des Purple Dragons. Et là, on va voir comment ça s'est passé. Le tout à travers une séance chez les Alcooliques Anonymes, où Un va nous expliquer qu'il n'a pas bu depuis, je sais plus si c'est 24 heures ou une semaine ou un mois, mais peu importe. Mais où il va nous raconter ce qui s'est passé et comment il s'est remis straight en nous expliquant qu'il est alcoolique, qu'il traite mal son fils, qu'il s'est passé des choses, tout ça, qu'il s'était devenu un loser. Et en fait, la façon dont il va se remettre sur le droit chemin et trouver un taf, puisque c'est ce qu'il nous explique, ce qu'il explique aux Alcooliques Anonymes. Et ben en fait, ce qu'on voit, ce qui est réellement passé, c'est que Shredder la récup, il a mis un coup dans la gueule, il a dit vas-y reprends-toi, il a donné un petit peu de mutagène, et c'est parti, t'es le boss des Purple Angel. On a aussi le père de Angel, justement, qui est des Purple Dragons. Le père de Angel qui lui vient lui dire au début que les Purple Dragons, c'est plus ce que c'était, quoi. Maintenant, c'est limite, ils sont woke, quoi. Et voilà, et Un va reprendre la tête des Purple Dragons. Donc moi je suis partagé entre le fait que c'est un peu inintéressant, c'est un peu Un, je m'en fous un peu de Un, je suis désolé. Et je trouve ça marrant le procédé de la dissonance entre ce qu'il raconte aux Alcooliques Anonymes et ce qui s'est vraiment passé.
avec l'idée que ce qu'il raconte, c'est vraiment, c'est vrai, quoi, mais c'est loin d'être positif comme il le raconte. Donc voilà, je suis assez perplexe dessus, je pense que c'est oubliable et c'était pas utile, mais il y a un petit côté marrant qui me fait sourire quand même. Vas-y, Roméo. Bah ouais, totalement. Enfin, c'est pas mauvais, mais dans le genre on lit, on oublie, bah ça se pose là. Hein. Ça apporte rien au personnage. Ce qui est triste, c'est que ça apporte rien à la relation avec Kazé, quoi. C'est du statu quo. Hein. Ouais, à part le. C'est Shredder qui lui a donné une mutagène, voilà. C'est ce qu'on apprend. Je trouve en soi la micro, elle sert pas, enfin elle sert pas à rien entre guillemets, mais dans la régulière, hein, si tu prends pas la micro, bah tu vois Un qui est dépressif en train de boire, et le numéro d'après, de nouveau, c'est devenu une masse énorme hein, à la tête des Purple Dragon, et du coup tu sens qu'il manque le petit truc de... Ouais, bien sûr. Et il bosse pour Shredder aussi, on sait pas pourquoi. Ouais, voilà. Et du coup, tu vois, il manque le petit truc qui est expliqué là-dedans. Mais en soi, si tu l'as pas, bah tu vas faire, tu vois, le cheminement de te dire, bon, ben voilà, il est revenu, machin, il y a dû y avoir un truc, c'est dispensable. En fait, ça aurait pu être réglé en une page de l'ongoing à un moment Exactement. dans une discussion, quoi. S'ils avaient voulu flashback, une page, ça expliquait tout ça, quoi. Voilà. Mais, c'est trop pour être une bonne micro, mais c'est pas assez pour être juste indépendant, quoi. C'est... Ouais, du coup, pas ouf. Autre chose ou je passe à Bebop et Rocksteady ? Non, tu peux passer à ta préférée, Vas-y, là. ça, Pas de soucis. Paradra, on va vite, on tire. Vas-y, Roméo, tu peux présenter l'équipe. Ben Bates et Dustin Weaver à l'histoire, sur la script de Dustin Weaver, et Ben Bates au dessin. Ben Bates qu'on a vu aussi sur l'ongoing sur l'arc des neutrinos. C'est ça. Et du coup, les deux meilleurs personnages de l'univers, hein, je pense que j'ai déjà assez dit que pour moi, le moment peut-être de Bebop et Rocksteady, c'est quand ils s'éclatent Donnie, malheureusement, parce qu'on a vraiment une brutalité qu'on a rarement ailleurs et on n'est pas dans la débilité profonde. Et là, c'est l'histoire de deux losers qui n'arrivent pas à rester dans un gang parce qu'ils sont trop nuls, qui sentent le besoin de se réinventer. Et au passage, comme par hasard, il y a Karai qui cherche du monde pour son nouveau gang et une petite expérience, et ils sont déterminés à se réinventer, donc ils vont être ceux qui vont ressortir du lot, et à la fin, ils vont devenir Bebop et Rocksteady. Ils sont contents parce qu'ils se sont réinventés. Voilà, c'est un numéro fonction de comment Bebop et Rocksteady sont devenus Bebop et Rocksteady. Et non, c'est chiant, quoi. Enfin, c'est pas trop d'intérêt. C'est le genre de truc qui me fait dire, ah putain, j'ai payé ça $4. En fait, ils auraient pu garder les origines du dessin animé où tu vois Shredder voler les animaux dans le zoo, ça aurait pas été pire, quoi. Mais en plus, ce que je trouve horrible, c'est que 2 numéros avant, on a le cliffhanger du numéro de Karai qui t'explique déjà, en fait. Et ça suffit. Le cliffhanger te dit, voilà, il se passe ça, à ce moment-là, ils vont se faire transformer, et puis voilà. Et non, il fallait faire une micro-série pour vraiment expliciter ça, quoi. Mais il n'y a pas de profondeur dans Bebop et Rocksteady, du coup, c'est chiant, quoi. Le personnage le plus intéressant, c'est Karai à la fin, quoi. Qu'il les maîtrise. Mais moi, ce qui je me rends compte d'une chose, c'est qu'en ayant lu cette micro-série, j'ai quand même acheté les mini-séries Bebop et Rocksteady, quoi. Moi aussi. Les deux. Parce que je suis complétiste, alors j'ai tout l'univers. Moi aussi. Moi non. Moi aussi j'ai les deux. J'ai beaucoup, mais ça, franchement, j'ai pas osé y aller, ça. Après, voilà, il y a quelques planches vraiment sympas. Bates se fait plaisir sur Bebop et Rocksteady quand il les fait pas en mode débile, quand il les fait en mode violent. Il se fait plaisir, ça se sent. Mais voilà, sur une page, ils vont paraître totalement débiles. Sur celle d'après, ils vont partir en mode violence et c'est... Ouais. Je sais plus quoi dire. Est-ce la pire du coup de ce... Ouais, je pense que c'est la pire pour moi de... Ouais. Ah, pour moi, oui, clairement. Écoutez, on passe sur la dernière alors. Le boss pour la fin. Roméo, est-ce que tu peux nous parler de Shredder ? Alors, Shredder, écrit par Dan Duncan et Paul Allor, et donc dessiné par Dan Duncan. Il fallait qu'on termine absolument par Shredder, hein, vu que de toute façon on était sur
sur tous les villains en plein Cityfall. Et on termine par le grand méchant, par le boss. Exercice compliqué. Encore une fois, parce qu'on a eu The Secret History of the Foot Clan. Ouais. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on peut raconter encore de mieux sur Shredder? Et bien en plus, rétrospectivement, on a eu Shredder in Hell. Shredder in Hell, quoi. Aussi. Et là, en fait, on a un Shredder in Hell un peu, quoi. Shredder in Hell, ouais. Parce- Un Shredder in Limbe. Et Shredder in Limbe Limbo. qui fait dodo, quoi. Parce que ce qu'il vit là, il le dit qu'il le vit à chaque nuit. Il y a un côté cool, hein. Déjà cool de revoir Dan Duncan, qui est un artiste que j'apprécie énormément et que j'aurais aimé revoir un peu plus sur les Tortues. Oui, et puis le twist de son histoire à l'intérieur est marrant, quoi. C'est un truc assez classique métaphoriquement, mais c'est Très classique, mais en fait, le méchant c'est moi, quoi. Mon ennemi c'est moi-même. Assez cool le côté baston, contre tout ça, de voir cette galerie de personnages, cette galerie de vilains. Moi, ouais, pas trop mal. Mais c'est dur avec le recul quand on a lu Shredder in Hell en plus. C'est surtout ça, quoi. Ouais, en fait, le truc, c'est ça, c'est que il y a eu Shredder in Hell. Mais tu vois, moi, le tome Villain, je l'ai lu avant la sortie de la conclusion du... Comment on appelle de Shredder... pas la sortie de la conclusion, avant la sortie du tome VF de Shredder in Hell. Du coup, en fait, cette mini, je l'ai redécouvert, et ça m'a fait écho à ma lecture VO de Shredder in Hell, que j'avais pas relu, et que j'ai relu que quand le tome est sorti en VF. Du coup, en fait, ça m'a fait cet écho, et ça m'a redonné envie de voir le Shredder in Hell un peu différemment, dans le sens où, en fait, cette mini, c'est les prémices de Shredder in Hell, si tu regardes. Et donc, je l'ai quand même beaucoup plus apprécié, je pense, que toi, parce que j'avais pas relu... Enfin, j'ai relu celle-là avant de relire mon Shredder in Hell. Et du coup, ça m'a moins fait écho d'avoir déjà vu ça. Parce que là, je l'ai vu sur 25 pages, là où dans Shredder in Hell, c'est développé beaucoup plus profondément et beaucoup mieux, quoi. Et j'ai plutôt bien aimé, en fait. Eh ben, on est d'accord, je pense, du coup, sur cette dernière micro-série. Moi, ah bah non, du coup, non, vous n'êtes pas d'accord. Mais moi, je suis d'accord avec toi quand même, Fab. C'est-à-dire que Empathie de Shredder in Hell, mais je l'aime bien quand même. Ah, mais je l'aime bien aussi, hein. Ok, bon, on est d'accord, alors. Ah non, on est tous d'accord. Très bien, très bien. Dans l'ensemble, vous êtes d'accord avec moi sur le fait que Tom Villain, c'est meilleur que Tom Heroes ou pas? Oui. Oh, clairement. Ouais, je trouve qu'il a plus... en fait, il a plus d'intérêt dans l'immédiateté, quoi. Mais après, c'est quasiment c'est un détail éditorial entre les deux, en fait. C'est pas de sa faute. J'ai envie de dire, au Tom Heroes, c'est qu'il est peut-être arrivé trop tôt. Et que Villain, ça avait plus de sens narrativement dans l'histoire. Mais en tout cas, c'était un bon tome. Je trouve, dans l'ensemble, de toute façon, sur les deux tomes, 16 micros, la moyenne est plus positive une fois qu'on rajoute Villains. Heroes, c'était moite-moite. Je trouve que Villains, il s'en tire mieux, il est plus... Oui, clairement. Mieux équilibré dans le bon sens. Clairement, si tu sors, il y a quoi? Il y a 3-4 mauvaises, entre guillemets, micros. 4, c'est la moitié. Hein. Moi, je dirais qu'il y en a une vraie... Enfin, déjà, il n'y en a pas d'aussi nul que dans le premier. Je trouve que Bebop Rocksteady, je la supporte mieux que April, que je trouve ridicule. Mais ouais, la moyenne basse est supérieure, je trouve, à la moyenne basse de Heroes. Enfin bref, c'est des technicalités. On a bien fait de ne pas faire trop de news, parce que je me rends compte qu'on est à 1h40 d'épisode à peu près. Donc c'est peut-être notre deuxième plus gros podcast, jusque-là. Je crois qu'on en a un qui fait presque 2 heures. Et du coup, on va se retrouver bientôt. Je sais pas de quoi on parle. Il y a forcément, d'ici 1 mois et demi, on va parler du film. Mais en attendant, de quoi on parle, je sais pas. Si vous avez des idées pour peut-être sortir de l'ongoing un instant et faire un truc à côté, je suis preneur. On peut peut-être se lire le Power Rangers TMNT volume 2 et faire un hors-série là-dessus. Ouais, mais est-ce qu'il va pas sortir prochainement en VF?
m'étonnerait qu'ils attendent des années. Bah, de toute façon, on sera fixé. Là, on est le 29. De ce que j'ai vu passer, je crois, hier, aujourd'hui, il y a une vidéo sur les prochaines sorties Tortue qui doivent être annoncées par iComics. Donc, on aura peut-être plus d'infos là-dessus et on pourra viser à ce moment-là. Ouais, je pense que ça serait dommage de griller la cartouche comme ça maintenant, alors que ça se trouve dans 3 mois il sort, quoi. Enfin, Sinon, c'est pas impossible que d'ici Noël il soit sorti, hein. Moi, ça, je trouve pas ça déconnant. sinon, on se fait un spécial. Surtout si on peut avoir une petite tournée de Dan Mora derrière. On crache pas dessus. Mais sinon, on se fait un Street Fighter Tortue Ninja. Oh, la flemme. Ça veut dire qu'il faudrait l'acheter, quoi. Non, on peut faire un truc... Une série télé, peut-être. Tortue Ninja 3, le film. Ouais, mais il faut plus de monde que ça. Faut plus de monde que ça, et là, c'est les vacances. Mais petite série télé, à un moment, se faire... On avait fait que la saison 1 de Nickelodeon. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Nickelodeon, on a dû faire la saison 1, et je crois que c'est sur Paramount+, ou en moins en partie. Du coup, il y a moyen maintenant. Il y a moyen. Parfait. Bonne idée, ça. Partons sur la saison 2 pour le prochain, alors. Bah, moi, Ça veut dire qu'il faut qu'on la regarde. Ouais, moi je peux mater une saison dans une semaine, donc si on se prévoit ça à l'avance, c'est pas trop un problème, mais peut-être pas la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, je sais pas. Moi, une semaine, j'aurai pas le temps. Ouais, une semaine, t'auras pas le temps. Bah, on se dit quand. Voilà. On verra alors. On se redit ça. Il vaut mieux pas qu'on se mette de délai parce que sinon on les tient jamais. Non, on les tient pas. Écoutez, messieurs, je vous remercie. Je vous dis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne semaine à tout le monde, et puis à bientôt. Salut. Ciao. Salut tout le monde.